Alors nous voilà arrivés dans la troisième et dernière séquence de ce chapitre d'introduction au plan de mélange, chapitre qui est en tête d'une grande série de chapitres sur les plans d'expérience dédiés aux problèmes de formulation que l'on rencontre, on a vu dans différents secteurs industriels. Donc après avoir vu la boucle de la formulation et décrit très qualitativement les 6 stratégies disponibles pour mener à bien ces études, après avoir parlé de façon un peu insistante d'un modèle qui, par interpolation, propage des incertitudes, eh bien on va revenir à notre exemple binaire d'empilement de sable et de gravier pour décrire une première approche des réseaux de Scheffé. C'est l'auteur qui, en 1958, a proposé à la fois des formes particulières de modèles et à la fois des maillages efficaces. Et donc, on va passer à un maillage de notre domaine expérimental pour la modélisation de la variation de la masse volumique, à l'expérimentation, à la modélisation, et ensuite on avait vu dans la boucle de formulation qu'un modèle devait être descriptif et prédictif, et donc on verra quel modèle retenir avant de conclure, pour rappeler que les modèles peuvent être utiles. Alors, je vous rappelle que nous avons un simplex, c'est-à-dire une figure qui possède 2 sommets, dans un espace ici à une dimension, c'est le segment de droite vert que vous voyez, et je m'en vais essayer d'explorer expérimentalement ce domaine de façon à modéliser la variation de la masse volumique apparente en fonction des variations des proportions des constituants. Et je me dis qu'on pourrait peut-être envisager le modèle le plus simple possible, qui est le modèle de degré 1. Je vous rappelle la forme canonique de ce modèle, bêta 1 x1 plus bêta 2 x2. On reviendra dans le chapitre dédié aux aspects mathématiques sur l'origine de ces formes canoniques de modèles polynomiaux. Et donc je m'aperçois que si je fais des expériences, je vais pouvoir estimer 2 coefficients, bêta 1 et bêta 2. Donc faire des expériences combien? Puisqu'on nous dit qu'il y a 2 coefficients à estimer, on ne va pas être plus stakhanoviste que Stakhanov, on va faire 2 expériences. Quelles expériences faire? Faire 2 expériences représentatives et qui couvrent l'intégralité du domaine expérimental. Il est évident que si vous faites 2 expériences très proches dans la partie centrale, l'incertitude dans le reste du domaine sera très grande. Donc la seule façon qu'il y ait ici de couvrir en 2 expériences l'intégralité du domaine expérimental, c'est positionner les expériences aux bornes du domaine, et donc décrire un objet mathématique qu'on appelle la matrice d'expérience, où on voit apparaître les 2 coordonnées des points rouges, 0, 1, 0 pour la proportion 1 et donc 1 pour la proportion 2, et puis 1, 0. C'est les 2 extrémités. Alors on peut se dire que ce domaine expérimental qu'on a franchi en faisant un seul pas, c'est ce que vous voyez avec le chiffre 1 qui apparaît dans un disque vert au milieu de l'écran, c'est ce qu'on appellera le degré de maillage. Eh bien, c'est une approximation qui risque d'être insuffisante, et cette hauteur unitaire, on a peut-être intérêt à la franchir en faisant des étapes intermédiaires. Peut-être qu'en faisant 2 étapes, 3 étapes, on obtiendra un maillage un petit peu plus dense, et surtout, on pourra faire des modèles de degrés plus élevés. Alors, si on a besoin de faire un modèle de degré 2, dont on rappelle ou dont on présente ici l'écriture de la forme canonique, bêta 1 x1 plus bêta 2 x2, c'est la partie de degré 1, à laquelle on a rajouté un terme de degré 2. Ne vous étonnez pas de ne pas voir apparaître de termes carrés, de type x1 carré ou x2 carré, ils se redécomposent en termes rectangles de type x1, x2. Eh bien, ce modèle, l'écriture de ce modèle nous informe qu'il y a 3 coefficients à estimer. 3 coefficients, c'est faire 3 expériences. Ces expériences, il faut qu'elles soient les plus équiréparties possibles, de façon à minimiser les incertitudes par interpolation. Et il faut en plus qu'elles couvrent tout le domaine. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à mettre une expérience à chaque extrémité, et ensuite une expérience au centre. Ce qui fait que nous avons franchi l'intégralité de la hauteur unitaire en faisant un premier pas, on s'est arrêté au milieu, puis un second pas pour atteindre l'autre extrémité. Alors naturellement, un modèle de degré 2, c'est un modèle qui présente une courbure orientée vers le haut ou vers le bas, et peut-être, mais on n'en sait rien, que l'évolution de la masse volumique
apparente d'un mélange de sable et de gravier nécessite la prise en compte d'une courbure et d'une contre-courbe. Donc on va passer au modèle de degré 3. Le modèle de degré 3, c'est celui que nous avions présenté dans le cadre de l'étude de la solubilité de la caféine dans la séquence précédente. Ce modèle de degré 3, nous avons vu préalablement qu'il était impératif d'équirépartir les 4 expériences, donc c'est les 4 points rouges que vous voyez ici, de façon à minimiser les incertitudes par interpolation. Et donc la matrice d'expérience va comporter 4 essais, 0, 1, 0% de sable, 100% de gravier, 1 tiers, 2 tiers, 1 tiers de sable, 2 tiers de gravier, 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de sable, 1 tiers de gravier, et 1, 0. 100% de sable et 0% de gravier. Alors, il y a des gens qui disent « Ah oui, mais un modèle de degré 3, on pourrait peut-être passer au modèle de degré 4. » On ne sait jamais si la variation de la réponse est très complexe. Augmentons le degré du polynôme. Alors, ce que vous voulez faire, nous l'avons fait. Voilà un modèle de degré 4. Vous avez l'écriture sous forme canonique. On retrouve β1 x1 plus β2 x2, ce sont les 2 monômes de degré 1. Bêta indice 1,2 x1 fois x2, c'est un monôme de degré 2. Gamma 1,2 x1 x2 que multiplie x1 moins x2, c'est un monôme de degré 3. Et enfin, le terme qui est précédé par le coefficient delta indice 1,2 est un terme de degré 4, puisque vous multipliez x1 par x2, ça fait un terme de degré 2. Et ce qui est entre parenthèses, x1 moins x2, a été mis au carré. Donc nous avons bien un monôme de degré 4, et donc un polynôme étant la somme de monômes, nous avons ici la forme canonique du modèle polynomial de degré 4. Si on compte le nombre de coefficients que comprend ce modèle, on en trouve 5. S'il y a 5 coefficients, il faut faire au moins 5 expériences, et bien on va continuer à équirépartir. C'est ce que vous voyez à l'écran, et de fait, les expériences vont être situées en dehors des constituants purs par des mélanges 1 quart, 3 quarts, 1 demi, 1 demi et 3 quarts, 1 quart. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous ne cherchez pas un modèle de degré 5, de degré 6 ? Tout simplement parce que dès que vous allez augmenter le degré du modèle, vous allez augmenter la dépense expérimentale, et ceci va être très important quand vous allez rajouter des constituants. Ici, nous n'avons que 2 constituants, mais très rapidement, on passera des mélanges à des mélanges présentant 3, 4, 5, 6, peut-être 10 constituants. Et donc, plus le nombre de constituants augmente, plus le nombre d'essais à faire sera important, qui plus est, si on cherche des modélisations polynomiales de degré élevé. Donc ça, c'est la première raison. L'économie stoppe la démarche. Ensuite, il y a une raison que j'ai évoquée dans la séquence précédente et que l'on illustrera plus tard, c'est que plus le degré du polynôme augmente, plus les incertitudes augmentent, et donc il faut trouver un compromis. Et donc on va s'arrêter ici au polynôme de degré 4. C'est ce que l'on rencontre au maximum dans la littérature. Alors, si je fais le bilan de toutes les expériences que je m'apprête à faire, pour le moment, j'ai proposé des expériences aux expérimentateurs, eh bien, je retrouve 7 mélanges distincts, les 2 sommets du domaine, 100% de sable et 100% de gravier, un point milieu, 50% de sable, 50% de gravier, et ensuite des points situés à 1 quart, 1 tiers, 2 tiers et 3 quarts, sur l'axe des mélanges. Donc j'ai 7 mélanges distincts à réaliser. Comme ce nombre de mélanges est d'une part plus petit que les 11 mélanges qu'on aurait réalisés si on avait équiréparti, eh bien on va se livrer à la campagne expérimentale de façon à pouvoir estimer chacune de ces formes canoniques, degré 1, degré 2, degré 3, degré 4, et ensuite on espère que des outils d'aide à la décision, c'est des outils statistiques, nous permettront de choisir parmi ces 4 modèles le meilleur modèle pour prédire la masse volumique apparente de l'empilement de grains, si tant est qu'on trouve un modèle prédictif. Alors on peut également trouver d'autres formes de modélisation que les modèles polynomiaux, on va en dire 2 mots juste après. Avec les mêmes mélanges, vous allez pouvoir fabriquer ce qu'on appelle des modèles homogènes de degré 1. Alors un modèle homogène de degré 1, c'est un modèle pour lequel tous les termes sont des termes de degré 1. Bêta 1 x1 est
à la puissance 1, bêta 2, x2 de même, et ensuite le terme bêta 1, 2 minimum de x1, x2 ou maximum de x1, x2, c'est aussi un terme de degré 1. Eh bien, on va s'apercevoir que ce modèle permet de décrire des variations à l'aide de deux segments de droite, et que peut-être ce modèle est de bonne qualité pour décrire et prédire l'information que nous cherchons. On peut également, avec le maillage que nous avons réalisé, fabriquer un autre modèle homogène de degré 1, bêta 1 x1 et bêta 2 x2, on ne pose pas de problème. Par contre, vous voyez que nous avons rajouté un monome, lui aussi de degré 1, non pas sous la forme min de x1 et x2, mais racine carrée du produit x1 et x2. Le produit x1 et x2, c'est un terme de degré 2, on en prend la racine carrée, on a un modèle de degré 1. Et donc, à partir de modèles homogènes de degré 1, on peut traduire des courbures. Vous allez voir que ce modèle ressemble à une anse de panier. Alors, il existe bien d'autres types de modélisation dans les plans d'expérience appliqués en formulation, mais dans ce petit chapitre introductif, il m'a paru intéressant d'aller au-delà des simples formes canoniques des modèles polynomiaux que l'on trouve aisément dans la littérature et dans les logiciels, pour vous présenter deux types de modèles particuliers qui ont un intérêt, on le verra lors de l'analyse des résultats, et en particulier, ces modèles étant des sommes de monômes de degré 1, on n'a pas d'inflation d'incertitude liée au degré du modèle, contrairement aux polynômes. Alors, nous avons d'un côté la matrice d'expérience que vous voyez là, et pour les 7 expériences, nous avons fait des essais. Les 7 expériences, vous les voyez sur l'axe horizontal, matérialisant la variation de proportion de gravier, et sur l'axe vertical, on voit la masse volumique apparente. Dans cet exemple, qui est issu de travaux pratiques, les mélanges ont été refaits 5 fois à chaque reprise, de façon à avoir une idée de la dispersion, de la qualité de la méthode de mesure. Alors on s'aperçoit que lorsqu'on a 0% de gravier, c'est le point qui est situé le plus à gauche, le niveau de performance de la masse volumique apparente est de l'ordre de 1475 ou 80 grammes par litre, donc 1 tonne 4 au mètre cube, ou 1 tonne 5 au mètre cube, et que lorsqu'on met 100% de gravier, on est à peu près dans le même niveau de performance, puisqu'on est à peu près à 1400 grammes par litre. Et dès que l'on mélange, c'est ce que l'on voit pour l'ensemble des points rouges situés plutôt dans la partie centrale de l'axe horizontal, eh bien on observe immédiatement un gain de 300 ou 400 grammes sur la masse volumique apparente. C'est ce qui explique que dans un béton, vous devez absolument mélanger des grains fins et des grains gros, de façon que les grains fins se logent dans les vides laissés par les plus gros grains, et de façon à optimiser la compacité de l'empilement granulaire. Si on devait rester à ce nuage de points, on s'aperçoit que c'est plutôt dans la zone des gros grains dominants que l'on observe le maximum de compacité, puisque la masse volumique apparente maximale, obtenue expérimentalement, correspond au mélange où on a utilisé 67% de gravier et donc 33% de sable. Alors, faire un nuage de points, ça permet de voir que le fait de modifier les proportions des constituants a provoqué une variation de la masse volumique apparente, variation significativement plus importante que les incertitudes instrumentales, et donc on va se livrer maintenant à la modélisation, à la recherche de l'équation qui passe au mieux par ce nuage de points. Alors, comment construire un modèle? Bien, des chapitres seront dédiés à cette approche. On mettra en œuvre un peu traditionnellement, mais parfois avec des limites, il faudra bien l'admettre, la méthode des moindres carrés. Ça fait appel à ce qu'on appelle l'analyse de régression. On va obtenir un modèle par de la régression linéaire, et on associera à la construction de ce modèle, et c'est important de faire un distinguo, des aspects purement mathématiques, qui consisteront à estimer exclusivement les coefficients du modèle et les résidus, les écarts entre le modèle et les expériences, et puis les outils dédiés à la statistique qui permettront de chiffrer la qualité de ce modèle, en particulier en termes descriptifs et en termes prédictifs. Ça fera l'objet de 2 chapitres distincts. Alors,
imaginons que l'on cherche un modèle de degré 2, c'est ce que j'ai représenté ici. Voilà représenté en bleu le meilleur modèle de degré 2 qui permet d'ajuster le nuage de points expérimentaux. Les points jaunes qui correspondent aux répétitions ont été résumés par leur moyenne, qui sont devenus des points rouges. Et donc, voilà l'expression de la forme canonique du modèle que l'on a postulé. Voilà un modèle de degré 2. On voit que déjà, c'est pas trop mal, mais il y a des écarts. Et donc, on va exprimer ici l'équation du modèle. C'est ce qu'on appelle la partie déterministe, avec ses trois coefficients, 1399, 1455 et 1882. Et naturellement, on va matérialiser la partie aléatoire de la décomposition, c'est que les points rouges ne sont pas toujours situés sur la courbe bleue. Ces écarts, c'est ce qui constituera la partie aléatoire. Et l'ajustement au sens des moindres carrés a consisté à minimiser la contribution de cette partie aléatoire en minimisant la somme des carrés des écarts entre la partie déterministe et la partie expérimentale, qui est la réponse modélisée représentée par des points rouges. Alors, modèle de degré 2, on était un peu enclin à dire qu'il ne passait pas très bien par les points expérimentaux. Voilà ce que donnerait, tout calcul fait, un modèle de degré 3. Ah, c'est déjà mieux, mais regardez bien ce qui va se passer à l'écran. On va regarder le modèle de degré 4. Et là, l'œil ne perçoit pas forcément immédiatement la différence de qualité, si je reviens en arrière, entre un modèle de degré 3 et entre un modèle de degré 4. On voit que ces modèles ont l'air meilleurs que le modèle de degré 2, mais il va falloir mettre en œuvre des outils d'aide à la décision pour trouver qui du modèle de degré 3 ou du modèle de degré 4 il faudra retenir pour l'exploitation de ce modèle. Et donc c'est là l'objet des statistiques qui nous permettront de trancher entre le modèle de degré 3 et le modèle de degré 4. Et surtout, n'allez pas croire que plus le degré d'un polynôme augmente, plus ce polynôme est de meilleure qualité. On va voir l'exemple ici. Alors, je vous avais dit qu'également, à partir du modèle du maillage expérimental que nous avons réalisé, nous pouvions estimer d'autres modèles, en particulier des modèles dits de Becker. Ce sont des modèles ici homogènes de degré 1, puisque tous les termes, il y a 3 termes de la somme, sont des termes de degré 1. Et je vous avais dit que dans le cas du modèle de Becker H1, la variation de la réponse est modélisée à partir de 2 segments de droite. Et remarquez au passage, on a une modélisation, certes, qui pourrait être améliorée. On a vu des polynômes de degré 3 et degré 4, mais qui est une modélisation qui, après tout, mérite d'être comparée aux autres. Puis je vous avais dit également que les modèles de Becker de degré 1 pouvaient s'exprimer sous la forme du modèle H3, faisant intervenir une racine carrée. Et cette racine carrée permet, regardez, de matérialiser des variations très violente aux bornes du domaine, quand vous êtes près de 0% et près de 100%, en fabriquant une espèce d'anse de panier. Et ces variations brusques que l'on constate souvent dès qu'on s'éloigne des constituants purs, vous ne pourrez jamais arriver à les prendre en compte à partir d'un modèle polynomial. On s'aperçoit ici que le modèle de Becker noté H3 ne sera pas de qualité suffisante par rapport aux modèles polynomiaux, mais il ne faut pas oublier des fois d'envisager ce type de modélisation dans la description des variations de vos résultats. Alors, puisqu'on a maintenant décrit plusieurs modèles, il va falloir se demander lequel retenir. Alors pour ça, les statistiques nous aident en résumant l'équation du modèle par 2 qualités. D'une part, sa qualité descriptive que l'on représentera à partir d'un coefficient qu'on appelle le coefficient R2 ajusté et non pas RE2. C'est un coefficient de détermination qui tient compte du nombre de termes dans le modèle. Et c'est ce qui est représenté à l'écran par des bâtons bleus. Vous voyez qu'à l'exception du modèle de degré 1 qui aurait été une droite et que l'on n'a pas représenté, la description des modèles, le modèle de degré 2 avait une qualité descriptive de 80%, le modèle de degré 3 au même titre que le modèle de degré 4, ont des qualités descriptives proches de 100%. Les points étaient quasiment confondus avec la courbe. Et les modèles de Becker, H1 et H3, sont un petit peu moins bons.
Par contre, ce qui nous servira lorsqu'on fait de l'optimisation, et ça c'est important, ce n'est pas seulement la qualité descriptive, ben c'est bien utile comme modèle décrive les expériences qu'on a réalisées, mais il faut qu'il les décrive d'une part, mais aussi il faut qu'il arrive à faire de la prédiction de façon satisfaisante. Et donc il existe un indicateur qui s'appelle Q2, qui permet de chiffrer la qualité prédictive d'un modèle. C'est un indicateur qui atteint sa valeur maximale à 100%, et donc ce qu'on cherche parmi tous les modèles, c'est celui qui a la qualité prédictive la plus élevée. Cette notion de qualité prédictive, mettant en œuvre un coefficient qu'on appelle Q2, il y a une similitude avec les coefficients R2, a été introduit par M. Allen en 1971. Et donc, dans l'exemple que nous traitons actuellement, parmi tous les modèles que nous avons testés, le seul qui possède une qualité prédictive, eh bien c'est le modèle de degré 3, et sa qualité prédictive est représentée ici par un bâton vert, et le niveau de la qualité de prédiction, c'est 84,91%. Alors, on va me dire, à partir de quand on considère qu'un modèle est prédictif? Pas facile à dire, il faut que la qualité prédictive soit positive, naturellement, et il faut que ce coefficient, généralement, soit plus grand que 50 ou 70%, mais on reviendra sur cette notion de qualité prédictive ultérieurement. Eh bien, vous voyez que les statistiques, c'est des outils d'aide à la décision, alors que le simple regard sur le nuage de points et la courbe traduisant le modèle ne permettait pas forcément de trancher entre le modèle de degré 4 et le modèle de degré 3, eh bien, les statistiques, il faut les considérer comme des outils d'aide à la décision, permettent ici de filtrer le modèle, et on retiendra donc le modèle de degré 3. À partir du moment où on a retenu le modèle de degré 3, on va pouvoir le représenter, et nous arrivons à la conclusion, pour dire que certains modèles sont utiles. On va en profiter pour traduire l'intervalle de confiance, dont on voit qu'ici, il est de qualité relativement homogène d'un bout à l'autre de la plage expérimentale. Et ce modèle, vous allez pouvoir l'utiliser dans deux sens. Le sens direct où, partant d'une proportion de gravier, vous allez prédire un résultat de mesure en tant qu'intervalle pour la masse volumique apparente, et vous pouvez l'utiliser en sens inverse, où partant d'une valeur de masse volumique apparente, vous allez essayer de chercher là où les proportions qu'il faut mélanger entre le sable et le gravier. Et c'est comme ça qu'on est amené à faire de l'optimisation. On se fixe un niveau de performance et on cherche quelle proportion de constituants mélangés. Vous voyez qu'ici, si vous cherchez un niveau de performance de 1600 grammes par litre, une tonne 6 au mètre cube, vous pouvez travailler avec un mélange de 20% de gravier et 80% de sable, ou avec un mélange où vous avez à peu près 90 ou 95% de gravier. C'est ce qu'on appelle la modélisation inverse, et c'est surtout celle que l'on utilise dans un contexte d'optimisation. Voilà, nous obtenons grâce à ces fuseaux, grâce à ces diagrammes, non pas des valeurs ponctuelles, mais des résultats de mesure qui permettent de voir des zones où l'incertitude propagée par le modèle sera plus faible. Alors on est arrivé à la fin de cette séquence, on va continuer à conclure avant d'aborder le quiz en disant que finalement postuler un modèle a priori, un modèle de degré 1, de degré 2, de degré 3, permet de définir une campagne expérimentale en ce sens où vous allez d'une part faire au moins autant d'expériences que de coefficients à estimer dans le modèle, et d'autre part, on a compris, même si c'est très qualitatif, que ces expériences doivent être les plus équiréparties possibles. C'est pour ça que dans l'histoire des plans d'expérience, dédiés en formulation, bien évidemment, on commencera plutôt à aborder les choses à partir de critères géométriques d'équirépartition qu'à partir de critères algébriques. Bien évidemment, on en parlera. Mais lorsqu'on a peu de constituants, 3, 4, 5 constituants, finalement des critères géométriques basés sur des distances, donc des grandeurs que chacun peut apprécier facilement, permettront à équirépartir dans des domaines que parfois on aura du mal à dessiner. L'objectif de l'équirépartition, c'est de minimiser le doute lorsque vous faites de l'interpolation a posteriori à partir d'un modèle. En choisissant une approximation polynomiale, il faut répartir uniformément les expériences de façon à uniformiser les incertitudes.
Et enfin, le degré du modèle, on conçoit bien qu'il dépend de la dimension du domaine. Si vous avez un grand domaine expérimental, vous aurez plutôt intérêt à prendre un polynôme de degré élevé. Mais comme souvent les proportions des constituants sont soumises à des contraintes, ce coup-ci explicites, le domaine expérimental est réduit et souvent les modèles sous-jacents à la modélisation sont des modèles de degré 2, ce qui permet de contenir la dépense expérimentale d'une part et de minimiser les propagations d'incertitudes d'autre part. Voilà, alors après cette conclusion, pour clore cette troisième séquence de ce premier chapitre, nous allons aborder un quiz, ici encore en 6 questions. Quel est le lien entre la valeur petit m, qui caractérise un maillage de type simplex lattice, c'est ce qui apparaissait dans des disques verts le long du simplex de hauteur unitaire, et le degré petit d de la forme canonique du modèle polynomial qui lui est associé, degré 1, degré 2, degré 3, degré 4. Quels sont les avantages des modèles de Becker? Représenté à partir d'un exemple, vous n'êtes pas obligé de reprendre celui qui a été présenté ici, la notion de décomposition d'une valeur mesurée en faisant apparaître la partie déterministe et la partie aléatoire. Qu'est-ce qu'on appelle la qualité d'un modèle? Qu'est-ce qu'on attend d'un modèle? Donc, quelle qualité attend-on d'un modèle? Pourquoi n'utilise-t-on pas de forme canonique de degré supérieur à 4? Pourquoi ne pas faire des modèles canoniques de degré 5, de degré 6 ou de degré 10? Et enfin, illustrer à l'aide d'un exemple la notion de modélisation directe et modélisation inverse, que ce soit d'ailleurs dans le cadre des plans d'expérience appliqués à la formulation ou dans le cadre de l'utilisation de modèles en général. Voilà. Donc nous avons fini cette introduction au plan d'expérience en formulation. Nous allons aborder dans le chapitre suivant les aspects mathématiques. Comment on fait pour trouver l'équation du modèle en mettant en œuvre la méthode des moindres carrés. Puis nous aborderons les aspects statistiques, toujours à partir de ce mélange de sable et de gravier. L'aspect statistique permettra d'expliquer d'où sortent les coefficients R2 ajustés et Q2. C'est le fameux coefficient qui nous a permis de sélectionner le modèle de degré 3. Voilà, je vous souhaite encore une fois bienvenue dans le cadre de ce cours qui verra de nombreux chapitres. Et ensuite, je vous donne rendez-vous pour la séquence suivante qui est le début des aspects mathématiques et de l'utilisation de la méthode des moindres carrés. Merci encore de votre attention.